Sud Radio, la vie en mieux, Catherine Bully. Et bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio, c'est la vie en mieux, comme chaque dimanche, on est ravis de vous retrouver. Alors aujourd'hui, dans un premier temps, nous allons vous parler du sommeil. Comment font les skippers, ceux qui sont partis sur le Vendée Globe, pour gérer leur sommeil ? Comment fait-on pour gérer le sommeil fractionné ? Comment se reposer quand votre environnement bouge sans cesse ? Comment utiliser le repos dans son quotidien plus largement quand on a des horaires décalés pour gagner en forme et en énergie ? Nous aurons les conseils de Mélinée Chapoutot. Mélinée qui est psychologue et spécialiste des thérapies cognitives comportementales du sommeil. Si vous êtes à la retraite, ce sujet aussi va vous intéresser. Nous allons vous donner 10 pistes. 10 pistes pour améliorer votre budget. Ça vous dit ? Alors restez avec nous. Laurence Ledren du magazine Notre Temps vous donnera plein de petites infos, vous verrez, très intéressantes. A tout de suite, c'est dimanche. Vous êtes sur Sud Radio, dans la vie en mieux. Sud Radio, la vie en mieux. Le sommeil est indispensable à notre équilibre vital, physique, émotionnel. Il y a 2 semaines, les skippers du Vendée Globe s'élançaient dans une course en solitaire qui va mettre, on peut le dire, à rude épreuve leur sommeil pendant plus de 2 mois. Alors, comment gérer la fatigue dans des situations extrêmes ? Comment gérer une activité avec des horaires décalés ? On en parle tout de suite avec notre invitée, Mélinée Chapoutot, psychologue spécialiste des thérapies cognitives comportementales du sommeil. Bonjour Mélinée. Bonjour Catherine. Je parlais en introduction de l'exigence physique et psychologique nécessaire pour se lancer dans une course comme le Vendée Globe, qui va demander évidemment une bonne gestion du sommeil ou du manque de sommeil. Est-ce que ça se prépare avant de partir ? Alors on aimerait bien pouvoir emmagasiner du sommeil pour faire face à des périodes plus chargées de notre existence et notamment dans des épreuves aussi demandantes que le Vendée Globe. Malheureusement, ça n'est pas possible. On ne peut pas emmagasiner du sommeil. C'est un processus qui a lieu sur 24 heures. Ce qu'on peut cependant faire, c'est veiller à ne pas être en insuffisance de sommeil avant l'épreuve. Je pense que c'est ce que les navigateurs solitaires s'efforcent de faire. Puis à être psychologiquement reposé. Parce qu'effectivement, le stress, c'est très énergivore. Donc ça va demander, ça consomme aussi de l'énergie. Alors, quand on a besoin de soutenir une attention régulière, c'est leur cas, être capable de parer différentes situations, comment peut-on fractionner son sommeil pour être le plus présent possible finalement ? Oui, alors il y a des études qui ont été faites sur le sommeil des navigateurs avec un départ en mer en solitaire pendant 4 à 10 jours, rien de l'ampleur du Vendée Globe. Et effectivement, les navigateurs vont fractionner leur sommeil en sieste, 4 à 5 épisodes de sieste sur 24 heures, d'environ 1 heure. Puis effectivement, dans ces conditions-là, il y a une disparition des sommeils récupérateurs dans les premières 24 heures, mais ça va se réinstaurer ensuite dans les jours suivants. Alors il y aura une réduction de la quantité de sommeil, mais on retrouve un sommeil un petit peu plus qualitatif de cette manière, qui nous permet effectivement de maintenir une vigilance relativement bonne, jamais aussi bonne qu'avec un sommeil monophasique normal, effectivement. Quel est le minimum de sommeil dont on ait besoin pour une personne lambda ? Parce que là, ce sont des cas évidemment particuliers, mais pour le tout à chacun, quel est le minimum dont on ait besoin ? Alors ça, c'est une bonne question. C'est très variable en fonction d'un individu à l'autre, finalement. On est une majorité dans la population à avoir besoin de 7 à 8 heures de sommeil, mais il existe aussi ce qu'on appelle des courts dormeurs ou des longs dormeurs. Oui. Alors chez les courts dormeurs, on voit rarement moins dans nos consultations du sommeil que 5 heures de sommeil. C'est vraiment, on voit très rarement moins. Il y a des techniques de relaxation qui peuvent essayer de parer ce manque de sommeil, de vous mettre dans un état de détente, de relaxation qui aide justement si vous n'avez pas pu dormir ? Alors, rien ne remplace le sommeil, mais effectivement, la relaxation, c'est une bonne manière de sauver de l'énergie. C'est ce qu'on voit faire les animaux dans la nature, quand ils sont pas en train de chasser ou de lutter pour leur survie. Effectivement, ils ont 2 manières, soit ils dorment, soit ils se relaxent. Donc, toutes les techniques de relaxation, finalement, vont permettre d'une certaine manière de s'économiser, notamment la relaxation profonde. L'auto-hypnose, la respiration peuvent aider aussi ? La visualisation ? Oui, c'est ça. Vous citez des techniques qui font partie des méthodes de relaxation, que ce soit par visualisation en imagerie mentale visuelle, que ce soit basé sur la respiration, l'auto-hypnose. Finalement, il faut faire ce qui nous convient, ce qui fonctionne bien pour nous. Alors, vous le disiez tout à l'heure, nous sommes tous différents, donc il y en a qui vont avoir besoin de beaucoup de sommeil, d'autres moins. Est-ce qu'il y a des exercices, est-ce qu'il y a des tests pour mieux connaître son horloge biologique, pour être capable de savoir comment on doit répartir nos séances de repos ?
Alors, il y a un test, une méthode très simple qu'on pratique avec nos patients qui ont des troubles du sommeil, qui consiste à remplir ce qu'on appelle un agenda du sommeil, qui est un outil sur lequel vous allez reporter le déroulement de vos nuits sur une période de 2 semaines. De préférence, vous avez une période de vacances où il n'y a pas de réveil contraint. Et puis, vous observez comment se répartit votre sommeil sur le nictémère, sur les 24 heures. À quelle heure est-ce que vous vous sentez suffisamment fatigué et somnolent pour vous endormir et rester endormi jusqu'au matin? À quelle heure est-ce que le sommeil s'interrompt naturellement, ce qui va vous donner une bonne idée de ce qu'on appelle ce fameux besoin de sommeil que vous questionniez tout à l'heure. Et puis après, une méthode plus scientifique ou médicale, on peut utiliser justement pour connaître les rythmes circadiens d'une personne qui présenterait un sommeil naturellement décalé, un trouble du rythme. Vous dosez en fait la mélatonine et le cortisol, qui sont deux hormones qui se produisent respectivement en première et en deuxième partie de nuit, et qui vont vous donner une idée de comment effectivement votre rythme circadien se répartit naturellement sur les 24 heures. Alors, on en parle pour les skippers, mais moi j'ai remarqué par exemple, et je suis sûre que beaucoup de personnes vont se reconnaître, parfois vous pouvez avoir une longue nuit et vous réveiller en n'ayant pas le sentiment d'avoir récupéré, et parallèlement à cela, vous pouvez faire une sieste de 10 ou 20 minutes et là vous sentir extrêmement requinqué. Donc, Tout à fait. en fait, c'est intéressant de connaître ce temps de repos. Pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que souvent, c'est par hasard qu'on se rend compte en faisant une petite sieste de 10 minutes. Ah, tiens, on se sent hyper bien. Il y a aussi des tests pour savoir si on a intérêt à dormir sur une longue période ou sur une plus courte. Alors vraiment, le meilleur test qu'on peut faire, c'est toujours avec cet outil d'agenda du sommeil. On va essayer de, expérimentalement, si on veut, de dormir une monophase de sommeil nocturne, 6-7 heures, et puis de compléter avec une petite sieste en journée, et puis de voir finalement, de noter la qualité de la fatigue en journée, la qualité de la récupération. Avec ces deux notes, on peut vraiment faire nos expériences. C'est la meilleure manière de faire parce que le sommeil est tellement différent d'une personne à l'autre qu'il s'agit de trouver quelle est la bonne combinaison pour soi. Effectivement, si vous faites partie des gens qui veulent essayer de tricher un peu, si on peut dire, avec leurs besoins de sommeil en dormant un petit peu moins que ce qu'ils auraient besoin, c'est-à-dire par exemple 6h30 au lieu de 7h30, être complété par une sieste, et bien à voir à quel moment est-ce qu'ils peuvent faire cette sieste pour qu'elle soit la plus récupératrice possible, de combien de temps, et combien de temps maintenir une monophase de sommeil nocturne. Pour les personnes qui sont en horaire décalé, je pense aux infirmières par exemple, qui peuvent travailler parfois la nuit et parfois être de jour, le sommeil doit être assez difficile à adapter aussi. Est-ce qu'il y a des conseils à donner dans ce genre de secteur d'activité notamment? Alors, c'est un grand sujet, les travailleurs de nuit. Ce qu'on conseille, c'est tout un ensemble de conseils qui font partie de ce qu'on appelle l'hygiène du sommeil, c'est-à-dire éviter de consommer des excitants en fin de poste, limiter l'exposition à la lumière en fin de poste, essayer autant que possible, si ça peut se discuter avec l'employeur, d'avoir un horaire qui est dans le sens, si c'est un travail posté avec des horaires décalés, un horaire qui va se décoller dans le sens de l'horloge biologique, c'est-à-dire des postes qui commencent de plus en plus tard, plutôt que l'inverse, où c'est très difficile pour notre horloge de s'adapter. Et puis d'une manière globale, c'est vrai qu'on va s'efforcer de discuter avec les travailleurs de nuit du fait que ce sommeil en travail posté ou de nuit soit sur une période qui n'excède pas quelques années. Parce que c'est vrai que sur le long terme, ça va vraiment imprimer une forte contrainte sur notre organisme, c'est pas souhaitable. Donc on va vraiment essayer voilà, les sensibiliser à essayer de retrouver des horaires de jour si c'est possible. Ah bah, alors les matinaliers en télé et en radio, si vous voulez, Oui, vous allez avoir du travail parce qu'ils se lèvent en général vers 2-3 heures du matin. Donc là, il y a un c'est ça. travail depuis de longues années, mais je pense que peut-être une hygiène de vie peut essayer d'aider lorsqu'il n'est pas possible de changer. Oui, c'est ça. Alors, une bonne hygiène de vie. Alors, ce qui favorise un bon sommeil, c'est les rythmes. On a une horloge biologique qui est très sensible au rythme, à quelle heure est-ce qu'on se couche, à quelle heure est-ce qu'on se lève. Donc, plus vous êtes régulier dans vos horaires de sommeil et plus votre horloge comprend à quelle heure vous faire dormir le soir suivant. Et puis, bien sûr, ensuite, il y a tous les facteurs qui vont nuire, les facteurs de risque qu'on connaît bien, l'alcool, le tabac, Bien sûr. voilà, qui vont contribuer. Puis vous parliez de la relaxation tout à l'heure, bah, effectivement, je le disais, les émotions négatives, le stress,
c'est très énergivore. Donc, si vous arrivez autant que possible à maîtriser une bonne technique de relaxation pour vous-même, vous aurez Ça un peut sommeil beaucoup qui vous sera aider. d'autant plus... Voilà, c'est ça. Merci Mélinée Chapoutot. Et pour tous ceux qui ont des insomnies, je rappelle le titre de votre livre paru aux éditions Odile Jacob, Libérez-vous de vos insomnies. Vous verrez, c'est un livre très intéressant, un vrai guide qui vous donne plein de petits conseils. Il y a plein de questions à suivre pour vous guider et vous aider à retrouver le sommeil. Merci, à très bientôt. Vous êtes sur Sud Radio, La vie en mieux continue. Bon appétit si vous êtes à table et surtout si vous êtes à la retraite. Eh bien, écoutez bien, on va vous donner 10 pistes pour gonfler votre budget. Ça vous dit ? À tout de suite dans La vie en mieux. Sud Radio, la vie en mieux. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. C'est La vie en mieux jusqu'à 12h30 et bon appétit surtout si vous êtes à table. Alors peut-être parmi vous, y a-t-il des personnes qui seront bientôt à la retraite ou qui sont déjà à la retraite ? Et c'est vrai que cette période, elle peut être un peu stressante financièrement parlant. Alors restez bien à l'écoute car tout de suite, si vous êtes à la retraite, on va vous donner 10 pistes qui peuvent vous aider réellement à gonfler votre budget. Vous allez voir. Bonjour Laurence Ledrenne. Bonjour Catherine, bonjour à tous. Bonjour, vous êtes responsable des rubriques droit et argent du magazine Notre Temps. La fin d'une activité est souvent synonyme d'angoisse financière. Alors déjà, 2 pistes concernant le logement, Laurence, je crois. Oui Catherine, c'est vrai qu'à la retraite, les revenus baissent. Heureusement, il y a plein de moyens de les compléter. Vous allez découvrir ça dans Notre Temps. Alors première piste, vous profitez de vos absences si vous voyagez un petit peu pour louer votre résidence principale via l'Office du tourisme ou des sites de location saisonnière. Et ça peut vous rapporter de 500 à 1500 euros net de commission. C'est pas négligeable. Par semaine dans une région touristique. Et comme vous le savez, en France, il y en a beaucoup. Deuxième idée, vos enfants sont peut-être grands et sont peut-être partis. Alors, profitez d'une chambre inoccupée chez vous. Et vous savez que ces petites surfaces sont très recherchées dans les villes étudiantes et aussi recherchées par les jeunes qui commencent à travailler, les jeunes professionnels et saisonniers par exemple. Et ça peut se louer 400 euros par mois et jusqu'à 800 euros par mois. Il y a des formules très simples. Je pense par exemple au bail étudiant qui dure 9 mois. C'est hyper facile. Et l'été, vous récupérez votre logement pour accueillir la famille. Bon, ça déjà, je trouve que c'est 2 pistes vraiment très intéressantes. Il y a une troisième, alors si on a la chance d'avoir un jardin. Oui, Catherine, un joli jardin. Parce que ça, on le fait moins et ça peut se louer aussi à la belle saison pour organiser des anniversaires, des fêtes de famille, par exemple. Un truc que je n'aurais pas pensé. Non, c'est vrai. Et pourtant, ça se loue en fonction du nombre d'heures et du nombre de convives. Alors, je prends un petit exemple. Par exemple, 6 heures pour 20 convives, ça peut vous apporter autour de 350 euros. Donc, c'est quand même pas mal. Et puis, je mets une autre petite astuce dans le panier. Si vous avez un potager, vous avez le droit de vendre vos légumes sans déclarer quoi que ce soit, sans impôt. Vous pouvez vendre les légumes de votre potager dès lors qu'il mesure moins de 500 mètres carrés et qu'il est vraiment accolé à votre maison. Et c'est pas plafonné ? Non, ce qui est plafonné, c'est la surface du jardin. Tiens, d'accord. Alors, toujours dans la location, le parking aussi. À Paris, ça peut être intéressant. Oui, bien sûr. 200 euros. Allez, hop. Un garage, un parking, ça se loue bien dans les villes où il est difficile de se garer. Là aussi, il y en a beaucoup. On tourne autour de 80 euros par mois en moyenne, voire 150 à Paris. Ah oui, même plus dans certains quartiers. Ouais. Alors, une piste à laquelle on pense moins, c'est devenir réserviste. Racontez-nous. Oui. Alors, selon vos compétences, vos talents, vous pouvez devenir réserviste de la police ou de la gendarmerie pour des missions rémunérées. Ça peut aller de 60 à 200 euros par jour. Ce n'est pas imposé et vous n'avez pas besoin d'être baraqué. Parce que ça peut être des missions de logistique pour les gens qui ont un talent dans l'organisation, de formation, de traduction. La limite d'âge, elle est fixée à 72 ans, donc ça laisse du temps. Jetez un petit coup d'œil sur des sites officiels, ça s'appelle réserviste.défense.gouv. Et aussi, les retraités des professions de santé trouveront des missions sur réservesanitaire.fr. D'accord. Alors, une autre piste intéressante, c'est la renégociation de l'assurance voiture. Alors ça, on n'y pense pas forcément, je suis sûre.
Non, et pourtant, il faut vraiment y penser parce qu'il y a plein de pistes d'économie. D'abord, à la retraite, vous visez au moins 10 à 15% d'économie parce que en devenant retraité, vous devenez pour votre assureur un automobiliste prudent, qui évite les jours de grand départ, qui ne fait plus les trajets quotidiens pour se rendre à son travail, qui n'a peut-être plus ses enfants en tant que conducteur occasionnel de la voiture. Donc tout ça, ça mérite une belle négociation et une économie. Pensez aussi qu'il existe des contrats petits rouleurs. Si vous parcourez moins de, je crois que c'est 10 000 kilomètres par an, vous pouvez prendre un contrat petit rouleur et hop, ça vous fait une économie substantielle. Et puis surtout, si votre voiture est un petit peu ancienne, n'espérez pas avoir forcément un remboursement sur une voiture qui est déjà décotée à l'Argus. Donc vous avez tout intérêt à troquer votre assurance tout risque contre une assurance au tiers. Et ça peut réduire votre facture d'assurance de 30%. Donc vous voyez, il y a vraiment plein de choses à faire. Non, mais c'est incroyable. Toutes ces pistes sont vraiment intéressantes. Alors, il y a évidemment les petits jobs d'appoint, la garde d'animaux aussi. Oui, les jobs d'appoint, alors ça dépend de votre talent, de votre savoir-faire. Il y a énormément de choses, par exemple autour des cours, pour des cours à domicile, autour de la garde d'enfants, du soutien scolaire. Mais aussi, on s'arrache tous les retraités qui ont des talents de jardinier, de bricoleur, de chauffeur, de cuisinier. Donc tout ça, ça fonctionne bien avec le bouche à oreille, mais il y a aussi plein de sites internet spécialisés. On a mis la liste dans le dossier de notre temps et vraiment, ça donne plein d'idées. Alors, enfin, vous m'avez parlé aussi de l'épargne dans laquelle on peut puiser, mais est-ce qu'il n'y a pas des conditions qu'il faut respecter ? Oui, il y a des conditions, il y a aussi des priorités. D'accord. Quand on épargne, c'est bien sûr pour se dire si j'en ai besoin à la retraite, je vais m'en servir. La priorité, je commencerai par le plan d'épargne salariale. Souvent, on garde un petit peu le plan d'épargne salariale qu'on avait chez son ancien employeur. Or, quand on est à la retraite, il y a des nouveaux frais qu'on doit assumer seul. Le rendement n'est pas forcément excellent, donc vous commencez par puiser dans ce plan. Autre avantage, ce que vous retirez n'est pas imposable. Donc ça, c'est quand même bon à savoir. C'est la première chose à laquelle vous pouvez penser. Pas imposable. Et puis, et en plus, votre argent ne fructifie pas forcément tellement sur ce plan au moment où vous êtes à la retraite. Donc vous avez même intérêt à le retirer et à le mettre ailleurs. Autre idée, si vous avez une assurance vie, vous pouvez tout à fait, pour un besoin plus important, faire un retrait sur cette assurance vie, éventuellement un retrait, puis ensuite remettre l'argent. En tout cas, vous pouvez y piocher très facilement si votre assurance vie a plus de 8 ans. Et vous bénéficiez là aussi d'un abattement fiscal, c'est-à-dire que vous pouvez retirer de l'argent sans avoir le moindre impôt à payer sur les intérêts. Ça se calcule. Allez voir votre assureur ou votre banquier et vous aidera à calculer exactement la somme d'argent que vous pouvez retirer sans payer d'impôt. Tout ça, c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Merci Laurence pour toutes ces informations. Laurence Ledrenne, pour toutes ces précisions. Je rappelle que ces 10 pistes pour booster votre budget à la retraite se retrouvent évidemment dans le Notre Temps du mois de décembre, qui est d'ores et déjà disponible. On est bien d'accord ? C'est ça, courez vite le chercher. Merci Laurence Ledrenne. Sud Radio, la vie en mieux. La vie en mieux revient dimanche prochain à midi. Bonne semaine sur Sud Radio. Alors surtout si vous voulez témoigner sur un sujet qui vous tient à cœur ou tout simplement me poser une question, me suggérer un sujet, n'hésitez pas à m'écrire laviehenmieux@sudradio.fr. Tout de suite, la planète demain avec Christophe Debian.